Merci beaucoup de me laisser la parole et de m'avoir invité à participer à la coordination du séminaire. Je vais juste revenir pour commencer par le paradoxe qu'avait d'emblée souligné Benoît et qui est à l'origine du séminaire, je pense, et qui me semble vraiment intéressant comme point de départ de la réflexion. D'un côté, la reconnaissance des capacités, de l'autre côté, l'augmentation des soins sans consentement et des mesures substitutives. En abordant ce séminaire et en vous écoutant et dans la lignée de réflexion que j'ai déjà eue, notamment avec Fabrice et Sébastien, j'ai une hypothèse sur ce point-là que je voudrais soumettre, mais qui à la discussion. C'est peut-être ce qu'on peut appeler la pensée inclusive, qui me semble à la fois à l'origine de cette reconnaissance des capacités et qui peut être aussi à l'origine de certains effets délétères que l'on constate. La pensée inclusive, c'est cette idée que c'est à mon avis à relier à une idée de justice. Il s'agit de rendre par l'inclusion la société plus juste, au sens de plus équitable, en adaptant les institutions à la diversité des capacités et des projets de vie. La Commission européenne, en 2004, définit l'inclusion comme un processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté et d'exclusion obtiennent les possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle. Il y a cette idée dont parlait tout à l'heure Clotilde, d'abattre les barrières ou les obstacles qui se dressent sur le chemin des personnes. Et donc, on est vraiment dans l'idée de en phase d'ailleurs aussi avec une conception environnementaliste du handicap. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est d'interroger les présupposés de cette pensée inclusive. Je voudrais juste en citer trois, épistémologique, éthique et politique. Pousser à la limite, la pensée inclusive tente à présupposer ou à faire disparaître, l'exclusion ou les personnes exclues comme catégorie de personnes à part entière au profit de l'idée selon laquelle, finalement, il y aurait un continuum entre les inclus et les exclus, et finalement, au profit de l'idée selon laquelle nous serions peut-être tous inclus et exclus à la fois, inclus à certains moments de nos vies, exclus à certains autres. Et c'est peut-être l'écueil que l'on peut voir dans cette proposition, tous et toutes capables, tous et toutes capables, certes, mais nous ne sommes pas tous capables des mêmes choses. Nous ne sommes peut-être pas aptes, pour reprendre la distinction utile à mon avis de Clotilde, pour réaliser les mêmes actes. Et deuxièmement, un certain nombre de mécanismes, notamment dans les sphères familiales, dans les sphères professionnelles, rendent inaptes un certain nombre de personnes. Et ces mécanismes sont peut-être inaccessibles au droit. Je pense notamment au, à ce qui peut se passer dans la sphère familiale lorsque les personnes atteintes de troubles cognitifs se voient privées de la possibilité de parler à table, de manger sans couvert, de faire un certain nombre d'actes. On voit mal comment le droit pourrait soutenir ces personnes et venir empêcher ces privations-là. Pour le permis de conduire, on le voit très bien, mais pour un certain nombre de privations dans la sphère familiale, dans l'intimité des foyers, par exemple, on le voit difficilement, mais peut-être que je me trompe. Bref, à présupposer l'inclusion comme un objectif, nous tendons peut-être à oublier la diversité des aptitudes et des mécanismes d'exclusion. Le deuxième présupposé que je voudrais pointer est plutôt d'ordre éthique, mais en fait, j'en ai déjà parlé en parlant du présupposé épistémologique. C'est que les politiques, les institutions et les dispositifs inclusifs s'adressent peut-être à un certain type d'individus susceptibles d'adopter certaines pratiques, par exemple travailler, habiter un logement, au risque d'exclure ceux qui ne sont complètement incapables de travailler ou d'habiter un logement. Je pense par exemple aux personnes polyhandicapées.
Je pense aussi à certains types de handicap, comme par exemple certaines personnes psychotiques, donc je pense aux entendeurs de voix, qui revendiquent une incapacité à fonctionner d'une certaine façon et revendiquent une capacité à fonctionner autrement. Donc, il ne faudrait pas que la reconnaissance des capacités de tous contribue à créer de nouvelles normes de pouvoir qui se traduiraient par des injonctions nouvelles. Et puis, le troisième présupposé de l'inclusion est d'ordre politique, puisque qui dit inclusion dit qu'il y a ceux qui incluent et ceux qui sont inclus, donc les déjà inclus et ceux qui ne sont pas encore inclus. Mais bon, ça c'est un débat qu'on a déjà eu d'ailleurs avec Fabrice. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que il faut intégrer les personnes en situation de handicap à la réflexion et à l'action sur ces questions. Et la démarche Cap Droit, d'ailleurs, illustre tout à fait cela. Mais on peut avoir quand même de sérieux doutes sur la mise en œuvre généralisée de cette ambition, notamment à la lumière de la période récente du Covid. Bref, ce qu'on peut proposer à la lumière de cette critique de la pensée inclusive, c'est de passer d'une posture affirmative à une posture critique ou négative. Et on peut trouver, par exemple, chez Axel Honneth et chez ceux qu'il a inspirés en France, notamment Emmanuel Renaud, par exemple, ce geste-là, qui consiste non pas à dire ce qu'il faut faire, donc à s'intéresser à la justice, mais à partir des injustices, et à le faire non pas d'un point de vue théorique, mais à partir des expériences vécues de ces injustices. Voilà, c'est ma contribution.